Bonjour à vous, donc aujourd'hui on va attaquer le thème 4, un thème qui s'intéresse au son, la détection du son, la perception du son. Normalement, vous avez déjà commencé un petit peu avec le cours de physique. Et donc nous, aujourd'hui, pour la première leçon du thème 4, on va voir comment les vertébrés sont-ils capables de détecter des sons. Avant toute chose, une petite définition d'un son et de sa propagation. Donc le son, ce sont des vibrations qui sont produites par une source sonore et ces vibrations de proche en proche vont pouvoir se déplacer dans le milieu parce qu'en fait ces vibrations vont faire vibrer les molécules qui forment le milieu, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Comme toujours, vous me connaissez maintenant, un petit schéma pour illustrer ça. Donc ma source sonore, c'est une cantatrice. Et donc quand elle va chanter, ça fait vibrer l'air qui est autour d'elle. Cet air est composé de différents gaz, de différentes molécules. Et donc ces vibrations vont faire que de proche en proche, les molécules vibrant, le son peut se déplacer dans la pièce et parvenir jusqu'à moi. Alors, maintenant que cette petite mise au point est faite sur le son et sa propagation, on va pouvoir s'intéresser à notre cours d'aujourd'hui. Donc ces sons, les êtres vivants peuvent les détecter. Seulement, ils ne vont pas tous les détecter de la même façon. Alors nous, vu que l'humain est un vertébré, voilà pourquoi j'ai choisi de m'intéresser uniquement au groupe des vertébrés. Mais bon, il faut quand même savoir que les invertébrés aussi sont capables de détecter des sons. Bref, alors, on va commencer d'abord par les poissons. Pourquoi? Parce que tout simplement, les premiers vertébrés étaient des animaux marins. Donc, ces poissons, eux, ils sont capables de détecter des sons qui se déplacent dans l'eau grâce à un organe qu'on appelle une ligne latérale. Et ils ont aussi, sur certains, ce qu'on appelle une oreille interne. Sur ce schéma, donc vous voyez la ligne latérale qui part de la tête du poisson, qui va jusqu'à sa queue. Donc c'est elle qui va avoir pour principal objectif de détecter des vibrations qui se déplacent dans l'eau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, certains poissons ont une oreille interne. Or bien sûr, cette oreille, on ne peut pas la voir de l'extérieur, elle ne communique pas avec le milieu extérieur. Et en fait, ce qui se passe lorsqu'un son est émis dans l'eau, ce son, donc ces vibrations se déplacent dans l'eau et par résonance vont traverser les os de la tête de l'animal et vont parvenir jusqu'à l'oreille interne. Donc voilà, pour les poissons, ce sont les deux organes, mais le plus important pour détecter le son, ça reste la ligne latérale. Les groupes suivants, donc après les poissons, donc l'évolution a fait que ces animaux aquatiques, on est passé à des animaux semi-aquatiques, des amphibiens, et après à des reptiles. Alors je mets ces deux grands groupes de vertébrés ensemble, car les organes de détection sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que là encore, comme chez les poissons, on a une oreille interne, donc qui ne communique pas avec l'extérieur, et les vibrations, donc cette fois-ci qui se déplacent dans l'air, parce que la plupart des amphibiens et des reptiles sont plus souvent dans un milieu terrestre qu'aquatique, donc les vibrations qui se déplacent dans l'air vont faire vibrer les os, donc traversent au niveau des os de la mâchoire pour aller jusqu'à l'oreille interne. Alors chez les amphibiens surtout, vous avez aussi des poumons qui peuvent faire office de détecteurs de son, car ces poumons sont assez simples. C'est une membrane extrêmement simple et cette membrane peut vibrer à cause des vibrations provoquées par les sons. Et pour finir ce rapide tour évolutif, donc les deux derniers groupes de vertébrés, les fameux oiseaux et les mammifères, donc eux qui sont des animaux presque toujours terrestres, vont pouvoir détecter ces vibrations grâce à une oreille interne et une oreille moyenne. C'est-à-dire que l'organe, l'oreille, se décompose en deux parties. Et même chez certains mammifères, on verra une troisième partie
Et donc l'oreille sera formée d'une oreille externe, une oreille moyenne, une oreille interne. Et d'ailleurs, je vais vous en développer un exemple à partir de l'humain dans la partie suivante. Donc, l'être humain, il fait partie des mammifères et il possède à la fois une oreille externe, moyenne et interne. Ou plutôt, je devrais dire que, pour être scientifiquement plus exact, son oreille se décompose en trois parties. Alors attention, hein, ce n'est pas le cas de tous les mammifères. Un exemple, les mammifères marins n'ont pas d'oreille externe. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au rôle de chacune de ces parties. Alors, la première, c'est l'oreille externe, qui est donc visible de l'extérieur. Elle est composée de deux choses, le pavillon et le conduit auditif. Son principal rôle, c'est de recevoir les vibrations sonores. Sur le schéma, donc voilà cette oreille externe. Alors en fait, le conduit auditif, lui, il a un rôle assez passif. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de transporter la vibration sonore de l'extérieur vers l'intérieur de l'être humain. Le pavillon, lui, son rôle est un peu plus, on va dire, important parce qu'effectivement, il est là pour détecter des sons, mais aussi commencer, alors pas à les amplifier, c'est pas le bon terme, mais commencer un petit peu à nous aider à repérer d'où vient le son. Suivant comment le son va rentrer dans le pavillon, on peut déjà commencer à avoir une idée si ce son, est-ce qu'il vient de ma droite ou de ma gauche? Est-ce qu'il vient d'une source sonore qui est au-dessus de moi ou en dessous de moi? Ça nous aide un petit peu à localiser. Après l'oreille donc externe, on va passer à l'oreille moyenne. Cette oreille moyenne, elle est composée de deux membranes, le tympan et la fenêtre ovale, et de trois osselets. Cette oreille moyenne, elle va avoir pour rôle de faire passer les vibrations sonores qui viennent de l'oreille externe pour les envoyer vers l'oreille interne. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Quand la vibration sonore arrive au bout du conduit auditif, elle va faire vibrer une membrane qui est très fine qui forme le tympan. Quand cette membrane vibre, elle va déplacer les osselets. Ces osselets, les uns après les autres, vont bouger. Donc on a l'enclume, le marteau et l'étrier. Et ce qui se passe, c'est que à la fin, ces osselets vont venir taper sur une autre membrane qu'on appelle la fenêtre ovale et qui donc à son tour se met à vibrer. C'est ce que je vous ai résumé donc sur le schéma. Donc vous avez les flèches qui vous montrent dans quel sens se déplacent les vibrations sonores. Et donc vous voyez à gauche du schéma, on vient du conduit auditif, donc de l'oreille externe. On arrive sur le tympan. Vous voyez que les trois osselets sont reliés les uns aux autres et sont aussi reliés au niveau du tympan et de la fenêtre ovale. Et donc ainsi, avec ce système-là, une vibration sonore peut passer de l'oreille externe vers l'oreille interne. Une fois que la fenêtre ovale vibre, donc les vibrations sonores arrivent dans l'oreille interne et cette oreille interne, elle est composée d'un organe qu'on appelle la cochlée et c'est ce qui va terminer ma séance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'arrivé à ce niveau-là, on a terminé la détection du son et on va pouvoir passer à une deuxième phase qui va être la perception du son. Mais ça, c'est ce que je vous expliquerai dans le prochain cours. Malgré tout, donc je vous mets un petit schéma sans trop vous l'expliquer pour vous montrer à quoi ressemble l'oreille interne. Mais ce schéma, on le reverra un peu plus en détail parce qu'on va voir que l'oreille interne, elle a surtout un rôle pour percevoir les sons, ou du moins elle est au début de la perception du son et à la fin de la détection des sons. Et pour finir sur cette détection, donc un schéma qui résume tout ce que je viens de vous raconter, donc les trois parties de l'oreille de l'humain,
externe, moyenne et interne, les organes qui les composent et donc comment se déplace le son de l'oreille externe jusqu'à l'oreille interne. Pour terminer cette leçon sur la détection des sons, donc assez rapidement, on va voir les limites de cette détection. En effet, l'oreille humaine n'est pas capable de détecter tous les sons. On a une certaine limite qui va de 0 à 120 décibels pour l'intensité et de 20 à 20 000 Hz pour les fréquences. L'intensité d'un son, c'est quoi? C'est son volume, s'il est fort, s'il est faible. Sa fréquence, c'est parce que, comme je l'ai dit en début de cours, un son, ce sont des vibrations, mais suivant la source sonore, les vibrations n'auront pas la même fréquence. Pour faire plus simple, c'est ce qui nous permet de distinguer des sons graves et des sons aigus. C'est ce qu'on vous a résumé sur le graphique avec donc le volume qu'on vous a mis sur la gauche du graphique en ordonnée et en abscisse on vous met les fréquences. Et quand on couple les deux, ça permet de déterminer ce qu'on appelle un champ auditif, c'est-à-dire les sons qui sont compris dans cette zone bleue sont les sons que normalement un être humain est capable de détecter. Vous voyez qu'en plus sur ce schéma, on vous a rajouté en bleu foncé ce qu'on appelle la zone conversationnelle. C'est-à-dire que ce sont les sons qui sont normalement émis lorsqu'on parle. Et donc, tous les sons qui vont être en dessous de ce champ auditif sont des infrasons, je ne peux pas les entendre, et tous les sons qui sont au-dessus de ce champ auditif sont des ultrasons que je n'entendrai pas. Alors ça, c'est propre à l'être humain. Vous avez des animaux qui, eux, sont capables de percevoir des infrasons, comme les éléphants. Et pour les ultrasons, les exemples les plus simples, le chien, les chauves-souris. Alors, pour finir la leçon, un dernier cas où on n'est pas capable de détecter des sons, c'est lorsqu'on se trouve dans un milieu où il n'y a pas d'air. Vu qu'il n'y a pas d'air, même s'il y a un bruit, ce bruit ne pourra pas provoquer le déplacement des molécules, vu que s'il n'y a pas d'air, c'est que le milieu est vide, donc l'onde ne peut pas se propager. Et le meilleur exemple, c'est dans l'espace. C'est-à-dire que dans l'espace, même si je peux voir une explosion, je n'entendrai pas son bruit, parce que les molécules ne peuvent pas vibrer, l'espace c'est du vide, et donc aucun son ne peut parvenir jusqu'à mes oreilles. Donc voilà pour finir cette leçon sur les limites de la détection. Et nous, la semaine prochaine, on va voir comment un son que j'ai détecté, je vais pouvoir l'interpréter, à quoi ça correspond, ce qu'on appelle la perception du son.